Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live métier. Alors pour rappel, ce live métier vous est présenté par MyFuture. Donc on est une plateforme en ligne qui aide les jeunes à trouver des stages. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour trouver un stage, peu importe votre niveau. Du coup aujourd'hui on est avec Brahim et Robin. Bonjour Brahim et Robin. Comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Très bien, très bien. Du coup, moi, c'est Marine. Je vais être avec vous pendant tout ce live. Je vais faire remonter toutes vos questions qui seront dans le chat pour que Brahim et Robin puissent vous répondre. Donc, n'hésitez pas, utilisez le chat, posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Et Brahim et Robin vont répondre avec plaisir, il me semble. Pas tout. Ah oui. Ah oui, grand plaisir. Pardon, d'accord. Bon, voilà, ils l'ont dit avec grand plaisir. Mais c'est parti. Alors, du coup, Brahim et Robin, est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos métiers, en fait? Moi, je suis le docteur Malem, je suis cardiologue depuis quelques années au CH de Serres. Et Ok. je suis spécialisé dans l'interventionnel, dans les coronaires. Donc, je fais des interventions. Je vous expliquerai un peu plus précisément au fil du diapo. Je vous ai mis quelques images intéressantes. Et puis, il y a Robin, que j'ai trouvé devant la porte. Je suis interne en médecine d'urgence, donc interne médecin étudiant, toujours dans le cursus d'études. Ok, Voilà. très bien. On va voir. Stage, On va pouvoir voir ça plus en détail au fur et à mesure de la présentation. Du coup, on va commencer avec Brahim. En quoi consiste ton métier? Le cardiologue, c'est surtout un travail d'approche du patient. Donc, d'abord, comme je l'ai mis sur le diapo, c'est un dépistage. D'accord. On ne fait pas que des urgences toute la journée, on ne fait pas que des infarctus toute la journée. Il faut quand même prévenir ces infarctus-là. Donc, on fait des bilans aux patients, on les examine, on leur fait des examens complémentaires. Okay. Entre guillemets, aller chercher la pathologie qui est déjà existante. Ensuite, il y a une des parts les plus intéressantes, bien sûr, c'est le traitement. La thérapeutique, le traitement, que ce soit médicamenteux, tous les médicaments, et en ce qui me concerne, surtout l'interventionnel. Donc moi, pour ma part, je vais directement voir les artères du cœur, celles qui sont en cause dans les infarctus, qu'on peut aller voir, diagnostiquer et surtout traiter. Alors, juste pour les élèves, un infarctus, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Un infarctus, c'est quand les artères, un infarctus qui concerne le cœur, un infarctus du myocarde, c'est quand une artère du cœur se bouche ou se rétrécit, c'est qui soit bouge complètement l'apport du sang aux cellules, soit va bien la diminuer, donc le cœur va être en souffrance. Donc c'est pour vulgariser, c'est de la plomberie, le tuyau est bouché, sauf qu'on n'a pas de desktop pour l'instant. Il faut aller ouvrir et déboucher ça et voir juste après un stent, les fameux ressorts. Ok. Et du coup, toi, quand tu dis dépistage, ça veut dire que l'objectif, c'est que tu arrives à détecter ce genre de problème avant qu'ils arrivent, avant que ce soit complètement bouché? L'infarctus, c'est une pathologie aiguë, c'est-à-dire que ça va se déclarer très rapidement. Sauf que selon les patients, selon leurs antécédents et leurs facteurs de risque, on peut déjà imaginer que l'artère a commencé à être malade, qu'il faut prévenir. Donc on peut, grâce aux examens, détecter une artère qui commence à souffrir et la traiter, la déboucher, bien la réouvrir avant d'arriver au point de l'artère. Ok, très bien. Et puis ensuite, du coup, après, je vois le suivi aussi en troisième partie. Oui, parce qu'on ne s'arrête pas qu'au stent. Le patient ensuite est pris en charge, on va dire, à la phase aiguë dans le service de cardiologie, mais il y a bien une sortie à un moment donné. Et je trouve que c'est un des moments aussi les plus importants parce que les patients vont garder cette maladie à vie, vont garder leur pathologie à vie, donc il faut bien qu'ils soient conscients de la maladie, des traitements, de l'hygiène de vie. Donc ces patients, on va les revoir régulièrement. D'accord, donc il y a vraiment une partie où tu es dans un bureau et c'est vraiment des consultations, et une autre où tu vas être plus dans la partie intervention et, comme tu disais, la partie traitement, quoi. Une partie, ils vont me voir sans blouse, avec tout un attirail, un armement comme vous avez pu le voir hier. Et puis d'autres temps où je serai en jean troué, en polo comme aujourd'hui. Ok, d'accord, ouais, donc il y a vraiment deux facettes de ton métier. C'est ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je crois qu'on a aussi la description pour Robin. Du coup, je te laisse, Robin, nous expliquer, toi, déjà, quelle est la différence avec Brahim? Qu'est-ce qui vous différencie? Puis je te laisse parler sur cette diapo. C'est lui qui a besoin de moi, surtout. Ok, bon. On va dire que c'est plutôt l'inverse. Non, moi, je suis interne, donc je n'ai pas encore fini mon diplôme d'études de santé. Ok. Contrairement à Brahim qui a fini, il a passé sa thèse, il est docteur, il a le titre de docteur. Moi, je l'ai pas encore. Je suis médecin depuis
depuis un peu plus de 2 ans. Mais il me reste encore quelques années avant de valider ma thèse et d'être docteur. Donc, pour parler de l'internat un petit peu plus généralement, on fait tout ce que font les médecins que vous connaissez, que vous voyez quand vous êtes malade, c'est du soin, c'est pareil que les cardiologues. On essaie de dépister les maladies avant qu'elles arrivent. On fait des diagnostics, on traite quand il faut traiter, on réoriente quand il faut réorienter. Voilà, puis on suit les patients, globalement. Alors, moi, je peux faire médecine d'urgence, donc on suit un petit peu moins les patients, mais c'est dans cette veine-là. Ok, mais là, du coup, actuellement, tu es dans le service de Brahim, du coup, tu es en cardiologie? C'est ça, ouais, tout à fait. Parce que pendant l'internat, on bouge beaucoup. On fait différents services tous les 6 mois. Donc ça te permet de voir plein de choses. Voilà, ça permet de voir plein de choses, surtout en médecine d'urgence ou médecine générale, on fait vraiment des services très variés. En cardiologie, je ne sais pas trop comment se passe l'internat, mais je pense qu'ils sont plus axés cardio. En cardiologie aussi, on est axé, mais on a aussi des stages libres où moi, en tant que cardiologue, j'ai pu faire de la réanimation et des stages comme de la rééducation cardiaque, donc vraiment de la prévention secondaire. On n'est pas que dans, entre guillemets, l'interventionnel. On est assez libre de nos choix et c'est un peu l'avantage de l'internat, c'est que tous les 6 mois, on peut aller dans une spécialité différente, dans un hôpital différent. Donc, ça nous permet de voir plusieurs choses, plein de choses. Ok, bah justement, moi, dans le chat, je commence à avoir des questions sur est-ce que c'est aussi dur que ce qu'on le dit, les études de médecine, ça me fait peur? Non. Oui, non. Oui. Non. Alors, on a deux avis différents. On va avoir les deux avis, vas-y, commence. C'est sûr qu'il y a des phases, c'est pas toujours dur de la première à la 6e année ou de la première à la 10e année jusqu'à ton arrivée docteur. Il y aura des sacrifices à faire. C'est aussi là où on aura le plaisir d'exercer, c'est d'avoir fait ces sacrifices et de ne pas les regretter. Donc c'est sûr que vous, surtout ce qui vous intéresse, c'est la première année, c'est les débuts. Ouais, justement, on a une question d'Idriss qui nous dit comment on fait pour retenir tout en première année. Donc Idriss qui doit être intéressé par le métier puisqu'il a l'air assez au courant. Moi, clairement, j'ai appris, je ne veux pas dire j'ai appris bêtement, mais c'était une année qui était assez difficile, mais c'est une des grosses années de sacrifice où pendant 1 an, on travaille durement, on reste, il faut rester constant, il faut rester dans l'effort pendant 1 an. Et ensuite, on va un peu plus profiter pour les années suivantes. Et moi, à mon époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais je l'ai fait en 2 ans la première année. J'ai redoublé une première fois. Donc, et maintenant, je crois que c'est qu'une seule année. On n'a pas vraiment. Il y a certaines formations, il y a certains choix maintenant quand on passe dans la passe, où on ne peut pas redoubler, mais il y a d'autres voies aussi où, entre guillemets, on va tolérer des redoublements, où on va tolérer une première année qui peut durer 2 ans ou 3 ans. Ok. Les prépas aident pas mal aussi, ça fait des exercices supplémentaires. Des fois, on peut les anticiper un petit peu avant la première année. Moi, ça peut être la prépa déjà aussi pour préparer justement cette première année où c'est vraiment focus, quoi. Okay. C'est ça. Mais après, oui, c'est surtout, faut se mettre en tête que vous allez sacrifier une année de votre vie à travailler, à faire que ça. C'est pas pour ça qu'on peut pas se faire des amis. Moi, je me suis fait quasiment tous mes meilleurs amis en première année de médecine. Okay. Moi, ça fait 12-13 ans, j'ai toujours mes amis de la première année. Donc je ne suis pas derrière mon bureau. Pendant la première année, je n'étais pas derrière mon bureau dans la chambre avec la petite lampe et seul, quoi. Ok, bon, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Maintenant, il ne faut pas être focalisé sur cet esprit qui est autour de la première année de médecine. C'est sûr qu'elle est dure, mais... Oui, il faut essayer de voir plus loin et quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, en fait. Ouais. Et il y a Théo qui réagit dans le chat et qui nous dit 10 ans avec plein de points d'interrogation. Ou plus. Du coup... Il y a moins aussi. Ça dépend, il y a moins. Quoi que maintenant, ils ont passé à 4 ans. Voilà. C'est-à-dire que c'est en fonction des spécialités? Oui, il y a des spécialités, les spécialités chirurgicales où c'est, je crois, 6 ans d'internat après les 6 ans de tronc commun, donc ça peut aller jusqu'à 12, voire plus. Pour ceux qui sont en lui, il y a des diplômes interuniversitaires, puis même en tant que docteur, on peut continuer à étudier. Oui, puis j'imagine que c'est le cas tout au long parce qu'il faut être au point sur les nouvelles techniques. Ouais. De toute façon, on a un devoir de rester formé, d'être à jour sur les dernières connaissances, les dernières recommandations. Donc ça, c'est un peu un travail du quotidien sur lesquels on peut ajouter des diplômes, ce qu'on appelle les diplômes interuniversitaires. Donc tu peux en fait faire tous les diplômes jusqu'à tes 70 ans. Tu peux être étudiant. Il y a la période d'études strictes, mais ensuite on étudie un peu tout du long. Bon, d'accord. Encore fini, moi, mais tu confirmes. Non, je suis au golf. Ouais. Bon, du coup, voilà, si ça vous intéresse. Bon, après, j'imagine que c'est aussi un métier passion, c'est-à-dire que
enfin, vous apprenez de nouvelles techniques, etc. Mais c'est pas, enfin, vous n'avez peut-être pas la sensation d'étudier au sens propre du terme, puisque c'est votre métier au quotidien. C'est plus se tenir informé, en fait. C'est pas des devoirs qu'on a à la maison, on doit apprendre, c'est vraiment notre pratique quotidienne. Les pratiques changent, les traitements changent, les techniques changent, donc c'est des choses qu'on doit assimiler et qui vont être, qui sont censées être les mieux pour le patient. Donc, une autre vision. Bon, je pense que vous avez répondu du coup aux questions d'Idriss et Théo. Et du coup, là, Robin, pour cette slide, tu nous as mis soigner en première mission. Oui, bah, c'était pour être un peu plus général sur l'internat. Je ne voulais pas parler que de la médecine d'urgence, mais enfin, pour insister sur le fait qu'interne, c'est être médecin, donc on soigne, on fait des diagnostics, on fait tout ce que fait un médecin. Peut-être que vous avez déjà consulté des médecins, donc vous ne saviez même pas qu'ils étaient internes. Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. On a déjà fait 6 ans d'études, on connaît le corps humain, on connaît les médicaments, on connaît beaucoup de choses. On est toujours en apprentissage pour vraiment se spécialiser dans quelque chose, mais on est médecin. Donc oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être face à des patients seuls. Tu n'as pas toujours quelqu'un qui te tient la main pour t'aider ou quoi. Après, si tu as des questions, par contre, tu as un référent. C'est ça, tout à fait. Ouais, je vois des patients seuls, mais on est censé être seniorisé. Ce qu'on appelle, c'est en fait avoir un médecin thésé référent à qui on se réfère si jamais on a des problèmes et qui valide un peu plus ou moins. Hein, des fois, on peut être en autonomie. Ok, ça marche, très bien. Mais voilà, on a toujours cette tutelle. D'être sous notre tutelle. Ouais, on va dire. On a une question dans le chat de Titouan qui nous dit à partir de quelle année, du coup, t'es médecin réellement, tu peux justement faire des entretiens seuls avec un patient. Alors, on est médecin après le concours de l'internat, donc après la 6e année, à la fin de la 6e année. À la fin de la 6e année, ok. On est médecin, on a l'équivalent médecin. Après, les entretiens seuls, au long des études, ça dépend des facs. Il y en a qui font des stages à partir de la 2e année, d'autres de la 3e. Il y a l'externat de la 3e à 6e année. On est amené à voir des gens tout seul et à apprendre à les examiner tout seul, à faire tout au long de ta vie médicale, c'est pas être derrière les bouquins, c'est ce qu'on disait, c'est pas être derrière les bouquins à réviser. Ouais. Tu passes cette première année, c'est sûr que tu verras pas de patient, mais à partir de la 2e, voire 3e année où tu es officiellement stagiaire, tu as des semaines où tu passes soit par bloc, où tu peux faire pendant 1 mois et demi ou 2 mois être en stage, c'est-à-dire être pendant 2 mois, puis ensuite avoir des cours pendant 2 mois et ça par alternance. Donc c'est vraiment ça aussi qui est intéressant dans les études de médecine, c'est que tu es tout de suite dans le vif du sujet, tu es tout de suite à l'hôpital, tu es tout de suite en contact avec les patients. C'est sûr que tu n'as pas les mêmes responsabilités, tu n'as pas les mêmes devoirs qu'un médecin ou un docteur, mais tu es tout de suite dans le milieu, dans le bain. Ok, ça marche. Et juste là, j'ai entendu le mot externat. Moi-même, je ne sais pas quelle est la différence entre l'internat et l'externat. J'ai déjà entendu des personnes qui faisaient médecine employer ces termes, mais j'avoue que pour moi, c'est assez flou. Externat, c'est une sorte de terme pour désigner le fait qu'on soit stagiaire à l'hôpital en pratique. On est toujours, c'est avant le concours, avant d'être médecin, mais on est à l'hôpital en général. C'est des blocs d'1 mois et demi, 3 mois, je sais plus. Non, ça dépend. Mais en fait, on travaille à l'hôpital, on est salarié. Bon, le salaire est moindre, on va dire. On est quand même en pratique dans l'hôpital, toujours sous la responsabilité des internes ou des seniors. Mais c'est 3 années. Tu fais ta première année où tu es en première année de médecine. La 2e année, souvent, c'est un peu plus light, où tu es encore étudiant sans avoir de vie hospitalière. À la 3e année, chez nous à Dijon, à la 3e année, tu es stagiaire, donc les matins, tu es à l'hôpital, les après-midi, tu révises. Et les 3 dernières années, c'est-à-dire de la 4e à la 6e année, où là, tu es externe, c'est-à-dire que tu alternes entre bloc de cours et 100% à l'hôpital. Ok, écoutez, très clair. C'est bon pour moi, j'ai enregistré. Maintenant, j'ai l'info. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite avec vos parcours, ce que vous avez fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on commence avec Brahim. C'est ma femme qui a dû remplir ce diapo, parce on a mis des petites blagues. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Moi, j'ai fait une seconde générale, au lycée de Sens plus précisément, et j'ai fait un bac S. Donc tout ce qui est matière scientifique. Ouais. Après, t'es pas déjà catalogué en faisant un bac L ou un bac ES. Tout le monde peut aller en
fac de médecine. Hein. Moi, j'avais fait Ok. un bac S parce que voilà, je connaissais déjà mon orientation. Ok. Si tu as fait un bac L, que tu as fait un bac général, je crois, tu peux rentrer en études de médecine. Puis j'ai obtenu mon bac. Ma femme, elle a écrit une blague. Je l'ai eu en vrai. Et après le bac, moi, c'était encore la période un peu classique où on passait, enfin, tout le monde passait ce fameux concours de médecine. D'accord. Puis je suis resté dans le coin, en Bourgogne. Hein. Je suis resté à Dijon. J'ai fait mes 6 ans à Dijon. Ok. J'étais en cours plus externe au CHU. Et j'ai fait mon internat à Dijon. C'est à ce moment-là que j'ai choisi ma spécialité. Au bout de ces 6 ans, tu passes un concours national. Et grâce à ce concours, ça te permet déjà de choisir une spécialité. Ok. Et ça te permet de choisir la ville ou la région dans laquelle tu veux exercer. Moi, j'ai choisi la D'accord. cardiologie au CHU de Dijon. Et puis après ça, comme elle l'a mis, je me suis marié. Enfin, avant ça, j'ai eu un super bébé entre-temps. Et Tu as puis, pu continuer à mener ta vie en parallèle, quoi. bah, je crois, mais le bébé, c'est sûr. On a vérifié qu'il était tard. Ah merde, oh mince. Il n'y a pas la même couleur. Et puis, comme je disais, j'ai passé quelques diplômes interuniversitaires, j'ai passé des diplômes d'échographie et surtout de cardiologie interventionnelle parce que c'est une pratique, c'est une technique qui est assez complexe. Ok. C'est sûr qu'on va continuer notre formation. Donc, même une fois docteur, une fois père de famille, une fois installé, j'ai quand même continué les études et je me suis, entre guillemets, hyper spécialisé dans l'interventionnel, dans les coronaires. Ok, mais du coup, moi, je me posais la question en voyant ton parcours, pourquoi la cardiologie? Qu'est-ce qui t'a plus attiré qu'une autre spécialité? C'est une question Alors, difficile. est-ce que c'est une question d'argent? Non. Enfin, je ne vais pas me plaindre de mon salaire, on pourra en discuter. Honnêtement, j'ai toujours été intéressé par le cœur. C'est un organe qui m'a toujours émerveillé. Et, j'ai croisé il y a quelques temps un de mes anciens instituteurs, donc en primaire, qui m'avait Ok. dit que je lui avais dit que je voulais être cardiologue déjà à mes 10 ans. Ok, donc ouais, ça remonte. Ça fait depuis toujours, en fait. Il faut être né cardiologue. Pour être cardiologue, c'est vraiment de naissance. Non, je pense que c'est un organe noble qui m'a toujours intéressé et qui continue à me fasciner hein, de jour en jour. On découvre des choses, on ne fait pas tous les jours la même chose. On peut être fasciné tous les jours. Ok, bah, très bien, c'est une super réponse. Et dans le chat, j'ai une question qui nous demande, est-ce qu'on peut faire plusieurs spécialités? Pas d'un coup, mais oui. C'est-à-dire, tu ne vas pas passer tous les internats de spécialité, mais si tu veux te réorienter ou tu peux être chirurgien, puis ensuite devenir cardiologue, tu peux faire de la réanimation, puis devenir cardiologue, tu peux faire de l'ophtalmo, devenir cardiologue. Tu peux faire autre chose et ne pas devenir cardiologue, devenir urgentiste, par exemple. Ouais, il y a des passerelles pour passer d'une spécialité à l'autre. Après, c'est toujours un peu compliqué quand on est dans une spécialité même d'aller faire autre chose en parallèle. Ouais. C'est possible. En général, on finit, puis ensuite, on fait des surspécialités, des trucs comme ça. Ouais. Ok, ça marche. Et on a une question de Fleur qui nous dit, alors, est-ce que tu as déjà tenu un cœur dans tes mains? Est-ce que c'est lourd? Non, j'ai jamais tenu de cœur parce que nous, on fait pas c'est-à-dire de l'invasif, c'est-à-dire qu'on va pas, dans notre intervention, on va être très peu, on va pas ouvrir les patients, etc. On va faire des petites piqûres et grâce aux artères, après on en parlera un peu plus pour la coronarographie, mais en fait, juste avec une piqûre et en trouvant une artère, tu montes jusqu'au cœur, donc tu n'as pas besoin d'ouvrir. On ne laisse pas de cicatrices, on est propre. Ok. Pourquoi tu Est-ce que tu insinues que Romain, il laisse des cicatrices? Il laisse des fils, des rôtis, comme on appelle. Oui, c'est sûr. Alors, on a Chantal qui nous dit, moi, je peux pas avoir du sang, ça me fait m'évanouir. Bon, du coup, j'imagine que c'est tu pas... peux faire de la cardiologie interventionnelle, tu vas voir du sang, mais comme partout, mais on va pas, c'est pas des chirurgies à proprement dit, c'est pas comme la chirurgie cardiaque où tu fais des pontages, ce qu'il y a dans Grey's Anatomy, hein, à cœur ouvert, où on écarte le cœur. Nous, dans l'interventionnel, c'est la beauté aussi des gestes, c'est qu'on a du matériel très petit, et à partir d'une petite artère, par exemple du poignet, on va pouvoir travailler sur le cœur. Ok. Après quelle que soit la spécialité, on voit toujours un petit peu de sang et d'autres fluides pendant les stages hospitaliers, mais bon, en général, les gens qui s'évanouissent un peu au début, on s'habitue. Ils finissent par s'y faire. Ouais, on s'y fait.
On a un parcours Robin qui est en voyant Non, certains c'est faux. fluides. C'est pas vrai. Ah, attendez, j'envoie juste un petit message à la régie. On peut reprendre tout de suite. Du coup, on va pouvoir passer à la partie Robin. Justement, il y a une petite bataille, j'ai l'impression, quand même, entre la cardiologie et ta spécialité à toi, Robin. Donc, je te laisse te défendre à ton tour. Il n'y a qu'une bataille, il y a que On se taquine et on travaille cordialité. tous. On travaille pas. Sans eux, on ne peut rien faire. Sans nous, c'est difficile aussi. Donc, c'est aussi le travail de l'hôpital et le travail d'équipe. C'est complémentaire. Voilà. Moi, j'ai eu à peu près le même parcours parce que c'était encore pareil à l'époque. Je suis allé au lycée à Beaune. J'ai passé une terminale S, donc bac S, et ensuite première année commune d'études de santé. Donc commune avec tout ce qui est kiné, dentaire, maïeutique, pharmacie. Je crois que j'oublie personne, désolé si j'en oublie. Donc voilà, à partir de là, je me suis orienté vers la médecine. Et voilà, ensuite, même parcours, c'est 6 ans d'études tronc commun. Ouais. Avec donc les 3 adjunctions, les 2 premières années, c'est surtout des cours en amphi. 3e année, on commence à être stagiaire, donc le matin à l'hôpital et des cours l'après-midi. Et 4e année, l'externat, donc en alternance. 4e, 5e année, 6e année, le concours. Et voilà, maintenant, je suis interne. Ok, et toi, qu'est-ce qui t'a fait te diriger du coup vers la spécialité que tu as choisie? Vers les urgences, alors au tout début, je voulais faire de la médecine générale. Et j'ai rendu compte que travailler dans un cabinet, ça me bottait pas trop. Tu as fait des stages du coup pour t'en rendre compte? Ouais, bah, c'est surtout à l'hôpital, en fait, on fait des gardes aux urgences, quel que soit ce qu'on a envie de faire pendant l'externat, on fait toujours des gardes aux urgences. Et en travaillant là-bas, j'aimais bien le rythme, j'aime bien faire des gardes la nuit, j'aime beaucoup le travail en équipe. D'accord. L'adrénaline, en fait. L'adrénaline, ok. Ça, ouais, bah, c'est important, ouais. Mais j'imagine que du coup, toi, en tant qu'urgentiste, tu vois une palette peut-être plus large. Enfin, tu vois plein de choses différentes, en fait. C'est de la médecine générale et des choses plus urgentes. On voit énormément de choses. Oui, tous les organes peuvent être concernés. Ouais. Et notre rôle en médecine d'urgence, c'est de faire les premiers diagnostics, de mettre de côté tout ce qui est urgent, d'éliminer les urgences, en gros, ou de les traiter quand elles sont là. Et ensuite, s'il y a besoin, de référer vers les collègues spécialistes, donc la cardiologie éventuellement, ou d'autres pneumologues, neurologues. Ok, donc quand en fait, tu les reçois, tu essaies un peu de voir ce qui se passe, etc. Et après, tu les redispatches vers les personnes qui ont des spécialités par rapport à l'organe, etc. Par exemple, la cardiologie. Okay. En gérant les pathologies urgentes, tout ce qui est les arrêts cardiaques, les AVC, les détresse respiratoires, toutes ces choses-là, on les gère aux urgences, on a beaucoup de protocoles. Mais ensuite, une fois que le patient est stabilisé, on les rend. En gros, quand ils ont besoin, des fois, ils rentrent chez eux. C'est aussi, c'est vrai, aux urgences, c'est chouette. Voilà, la majorité des patients aux urgences, c'est pas des gens qui ont eu un accident de voiture, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils toussent, parce qu'ils ont de la fièvre depuis quelques jours. Voilà, c'est aussi. Ouais, il y a aussi cette partie-là qui est peut-être finalement pas si urgente que ça à gérer. Et du coup, on avait une question dans le chat au niveau du temps de travail. On me demandait si vous travaillez énormément et si vos horaires, ils avaient une très grande amplitude. Ça dépend Non, l'amplitude, c'est relatif. Hein. Ça dépend aussi comment tu t'impliques dans ton travail et puis l'équipe que tu as, la structure que tu as. C'est pas c'est sûr que parfois, il y a des jours qui sont beaucoup plus longs que les autres, mais ça reste relativement acceptable et tu peux avoir une vie personnelle à côté de ta vie professionnelle. Après, on a des petites tâches, on va dire, en plus, où on ne déconnecte vraiment jamais avec l'hôpital, parce qu'on garde toujours un œil sur l'hôpital, on garde notre téléphone disponible, et puis on a les gardes, où là, par contre, on passe toute la nuit, toute la journée et la nuit. On a les astreintes aussi, où on peut être appelé par nos collègues si besoin. Mais en dehors de ce cadre-là, une fois que tu es dehors, tu n'es plus médecin, quoi. Enfin, tu es médecin, mais tu vis ta vie. Est-ce qu'avec vos deux spécialités qui sont quand même différentes, vous avez à peu près le même rythme de travail quand même, ou c'est... Enfin, dès que tu es dans un service différent, c'est un rythme qui est différent? Les urgentistes, ils travaillent que 2 jours par semaine. Donc,
Ça dépend beaucoup aussi dans quel hôpital on travaille, Ok. si on est libéral, si on est hospitalier. Voilà, ça dépend des services. On n'a pas tous le même nombre de personnel, le même nombre de collègues. Il y a des services où il faut faire plus d'heures parce qu'il manque des gens, d'autres où c'est un peu plus soft. Il y a des spécialités où il y a plus de garde, d'autres où ils ne font pas de garde. C'est très variable. Du coup, Ça va vraiment dépendre ouais. de ta structure, de l'hôpital dans lequel tu es. Nous, on est dans un hôpital, on va dire, moyen, où c'est un hôpital départemental. Ok. C'est pas un CHU. C'est sûr que parfois, on est en manque de personnel ou autre chose, mais sinon, ça reste très, très acceptable. Hein. On ne fait pas des semaines de 35 heures, on en fait plus. D'accord. Mais ça reste relativement acceptable. Il y a c'est en moyenne quand même des gros horaires, c'est acceptable, ça dépend. Il y a des moments où ça va être plus, des moments où ça va être moins. En moyenne, ça se stabilise quand tu as fini l'internat, quand tu es posé. Ok. Et au niveau des gardes, ça se passe comment? Du coup, c'est une fois tous les mois? Enfin, je sais pas du tout, je pose des questions peut-être que. Ça dépend aussi du nombre de praticiens, du nombre de médecins que tu as dans ton service. Ok. Nous, on va dire qu'on a une dizaine de médecins plus internes qui font des gardes. Donc, tu auras, on va dire, maximum un week-end toutes les 6 semaines où tu dois être disponible. Et puis, on va dire 2 à 3 gardes par mois. Ok. Ouais. Moi, là où je travaillais avant, dans le service, j'étais aux urgences pédiatriques. Ça arrivait que je fasse 2 gardes par semaine pendant certains mois. Donc, toi, tu es un esclave, tu es interne. Oui. Donc, voilà. Et très, très variable dans le temps et dans les Ouais, complètement. C'est vrai que là, vous me donnez des exemples qui sont complètement différents. Puis, comme vous le disiez, au niveau de la structure dans laquelle on est, l'équipe, etc., ça peut changer aussi. Donc, voilà, dans le chat, si ça peut vous rassurer, on a quand même une vie en dehors de son métier de médecin. Alors, on a une question de Yanis qui nous dit est-ce que Grey's Anatomy reflète la réalité? Tout à fait, c'est exactement pareil. On est tous beaux gosses. Ouais. Non, non, pas du tout. Alors non, pas du tout. Bon, moi, ça me rend triste parce que j'adore Grey's Anatomy. Je suis tombé dessus, j'ai pas voulu regarder, par hasard. Non, c'est faux. Il y a plein de choses qui nous chagrinent un peu, des électrocardiogrammes qui sont pas bons. Il va mettre en pause pour regarder en détail. Ils utilisent le défibrillateur dans les moments où il ne faut pas l'utiliser, donc on n'aime pas. Et les séries les plus représentatives que j'ai eues pour la médecine, c'est Scrubs, si vous connaissez. Scrubs, ça représente assez bien la vie interne. Et en version française, il y a Hippocrate, qui est plutôt bien fichu. J'ai vu il y a pas longtemps. Je conseille. Après, ça. La preuve que quand on est interne, on a le temps de regarder des séries. C'est vrai. Mais quand même en lien avec la médecine. Alors, j'en profite pour regarder en même temps le chat. Pour l'instant, c'est bon, on n'a pas d'autres questions. Et Dr House, du coup, non plus, alors? Non, il est sympa, mais... Ok, très bien. Très déçu, mais ce n'est pas grave. Pour Dr House, mais ne le sont pas. Ok, bon, d'accord. Et bien, écoutez, dans ce cas-là, on peut passer à la suite. Alors, du coup, on passe à la suite avec ce que vous préférez le plus dans votre métier, ce que vous aimez le moins. On ne s'est pas concerté. Ah bah. On n'a pas préparé le live d'aujourd'hui, on va être honnête. Vous êtes là en impro. En freestyle. Alors, du coup, tous les deux, vous avez mis l'adrénaline. Je vous laisse expliquer plus en détail. Comme quoi, on est vraiment passionné par ce qu'on fait et on est vraiment impliqué dans ce que l'on fait. C'est sûr que quand c'est les consultations, voir 16 patients, parfois ça peut ne pas être très intéressant. Mais quand tu es dans le vif du sujet, un infarctus, une artère que tu dois déboucher en urgence, là, on va dire que tu sers vraiment à quelque chose, c'est-à-dire que tu as vraiment un effet avant-après. Le patient, il arrive avec son infarctus, son artère bouchée, il va peut-être mourir. Et puis toi, tu lui débouches ton artère. Donc moi, je trouve ça très passionnant et ça me fait des frissons rien que d'en parler, quoi. Ok, ouais, bon. On voit la passion. Pareil, l'adrénaline aussi, c'est pas tout à fait la même en médecine d'urgence, c'est plus on fait moins d'interventions longues et c'est plus un débit de patients qui arrivent pendant les journées et les gardes. Mais c'est pareil, c'est travailler, faire le mieux possible en moins de temps possible. Je trouve ça assez stimulant. Je sais que tout le monde n'aime pas et en médecine, il y a plein de spécialités pour ceux qui n'aiment pas ça. Des choses beaucoup plus posées où on prend plus le temps des fois aussi, on ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est ça qui m'a attiré vers les urgences en tout cas.
Oui, effectivement, là, on vous présente 2 spécialités spécifiques, mais il y a encore plein d'autres métiers différents que vous pourrez peut-être découvrir dans de prochains lives. Mais très bien, je note que pour tous les deux, c'était l'adrénaline. Et du coup, ce que vous aimez le moins, alors Brahim, je te laisse prendre la parole. On parlait tout à l'heure des gardes, donc c'est vrai que parfois les gardes, ça peut être difficile quand tu as, on va dire, quand tu as la journée dans les pattes et puis que les collègues urgentistes te dérangent toutes les 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Parfois, ça peut être fatigant, hein, que ça soit physique ou psychologique, ça reste quand même des métiers de responsabilité qui sont parfois durs. C'est vrai que la nuit, de jour comme de nuit, tu dois pratiquer les bons soins à tes patients. Donc, qu'ils soient 3 heures, 4 heures du matin, que tu sois enrhumé, que tu sois ce que tu veux, il faut prodiguer les meilleurs soins. Tu peux faire des interventions coronaires. Ça arrive à n'importe quelle heure. Hein, c'est ce qu'on appelle l'infarctus. Donc, ça peut arriver à 3 heures du mat, à minuit. Mais comment vous gérez justement, parce que tu le dis, il y a quand même une certaine fatigue et pour autant, tu dois toujours être au top, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une manière de gérer ça? Je ne sais pas, des micro-siestes, du café, j'en sais rien. C'est quoi votre technique? Café? Ok, vous tournez au café. Très bien. Pas de substance illégale. Non. Moi, je ne suis pas très sieste. Je n'arrive pas à me ressourcer en faisant des siestes. Donc, après, on rentre quand même chez nous, c'est aussi ça, c'est aussi le repos familial, d'être chez soi. Une fois qu'on est sorti de l'hôpital, on est comme tout le monde, je vais faire mes courses. Ah oui, on rentre le lendemain matin, tout le temps. Après une garde, on rentre se coucher, on a ce qui s'appelle le repos de garde, c'est quelque chose qui est obligatoire dans la loi et ce qui permet de la nuit, on transmet et puis ensuite on rentre se coucher jusqu'au lendemain. Tu rentres, tu as ta journée, tu fais ta vie de papa, tu fais ta vie devant Netflix. Il ne faut pas citer de marque. Tu vas sur Netflix, tu chill, comme on dit. Oui, après, c'est la vie de monsieur, madame, tout le monde, quoi. Une fois que vous sortez de l'hôpital, ça y est, c'est fini, quoi. On met sur pause. Et bien, écoute, très bien. Et toi, Robin, tu as mis le manque de moyens. Oui. Aux urgences, je pense que tout le monde sait que c'est compliqué partout, dans tous les services, dans tous les hôpitaux, c'est relativement compliqué. On a de plus en plus de patients, de plus en plus de pathologies. Et c'est vrai que les fermetures de lits, ces choses-là, c'est parfois un peu dur à gérer. Et des fois, on se retrouve face à des situations où on sait comment soigner les gens ou les orienter, mais on ne peut pas parce qu'on est bloqué par manque de place, par manque de personnel. Ça, c'est un peu rageant. On y arrive la plupart du temps, mais c'est un moment où on se dit, c'est dommage. Tu aimerais que ce soit plus simple au niveau des moyens, que la solution soit plus facilement trouvable, quoi. C'est ça. Ou même quand on a déjà la solution, c'est qu'on n'a pas les moyens forcément de les réaliser. Ok, je vois. Très bien, on note le manque de moyens. Et du coup, j'ai entendu aussi le manque de personnel, donc ça veut dire qu'on incite tous les jeunes à se lancer dans la médecine sans problème, ils trouveront du travail. Oh, oui. Oui, on est bon. On va dire qu'on n'est pas en manque de travail, on ne cherche pas le client, entre guillemets. Surtout ici, on est quand même dans Lyon, qui fait partie quand même des déserts médicaux. Donc, un médecin n'est jamais au chômage. Non. Très bien, c'est noté. Alors, on a des questions dans le chat. Alors, ça commence avec Maud qui nous demande « Ça fait quoi de faire le serment d'Hippocrate ?» Je ne l'ai pas fait encore, je n'ai pas passé ma thèse. Voilà, ça c'est pour toi, Brahim, du coup. Ouais. C'est un moment quand même qui est... Bon, on pourrait croire que ça dure 30 secondes et tout, mais c'est un moment, moi, que j'ai vécu très intense, où je ne dis pas que tu as une petite larme à l'œil, mais en fait, c'est surtout la finalité de beaucoup de travail aussi, quoi, toutes ces années d'études. Tous les sacrifices que tu as fait, de ces 6 ans, ces 10 ans même, que tu as passé. Et là, entre guillemets, tu es vraiment docteur. Donc, c'est sûr que quand tu prononces le serment d'Hippocrate, c'est un moment que tu n'oublies pas. En général, c'est devant la famille et les amis aussi. Donc, ça doit être assez important. On note pour Maud. Les professeurs qui t'ont formé, tu es devant tes pairs, comme on dit. Donc, oui, c'est un super moment. Ça rejoint une autre question qu'on a dans le chat, c'est Jules qui nous la pose. Il nous demande, est-ce que vous avez des idoles dans la médecine? Docteur House. Non, pas forcément dans les séries, mais cette fois-ci des vrais médecins. Si je dis que t'es mon idole, je peux rentrer plutôt cet après-midi. Oui. Idoles, non, il y a des figures respectées, mais des idoles. Dans la médecine, je dirais Zidane. Super, parfait. On est bon. Alors, désolé, on a plein de questions dans le chat, je vous les pose du coup tant qu'on y est. Alors, on a Idriss qui nous demande pourquoi les docteurs écrivent mal.
On a besoin d'une réponse tous à cette Je question. pose la même question. Non, nous aussi, ça nous à chagrine. 3 heures du matin, qu'on doit relire une ordonnance de médecin généraliste et qu'on ne comprend rien, c'est très rageant. Honnêtement, ça nous Je ne sais chagrine pas d'où ça vient, beaucoup. c'est l'habitude, c'est le travail mécanique peut-être de réécrire plus ou moins le même Et surtout les patients, les médecins âgés. Oui. On va dire que les nouvelles générations, déjà on est informatisé. Plutôt sur l'ordi, déjà. Sur l'ordi, puis quand on écrit, on essaie de bien écrire pour qu'on soit lisible. Ouais. Peut-être qu'ils n'avaient pas le temps à l'époque, je ne sais pas. Ouais. Bon, du coup, là, on se dit que c'est du passé. Ouais, c'est du passé. Okay, maintenant, on a des nouveaux stylos qui sont performants. C'est un manque de matériel. Il y a Mikado qui répondait à la question d'Idriss parce qu'ils n'ont pas le time. Du coup, ça peut aussi faire partie. Ouais. Après, c'est du temps perdu pour du temps gagné ensuite, quoi. Déjà pour les pharmaciens qui doivent relire. Oui, c'est vrai. Pensez à eux quand même. Et quand les patients n'ont pas qu'un seul médecin dans leur vie en général, et quand on passe aux urgences ou vers d'autres spécialistes et qu'on se retrouve face à des choses illisibles, c'est une perte de temps parce qu'on doit appeler le médecin de base pour lui demander qu'est-ce que vous avez écrit sur ce truc. Donc voilà, ouais, il faut prendre le temps de bien écrire. Ouais, on est d'accord. On est en 2022 quand même. Alors du coup, j'ai une autre question de Fleur qui me dit, alors ma sœur veut faire médecin de guerre, est-ce que ça existe encore? Oui, un service de médecine, et ça c'est encore un parcours différent. C'est d'accord. Dans le passage, tu rentres vraiment dans ta médecine à l'armée. Okay. Ils ont des formations, que ce soit médecine, que ce soit infirmière, aide-soignant. Donc, tu as plein de formations à l'armée. C'est aussi une voie possible. Donc, ouais, c'est une voie différente qui mène à la médecine, mais qui ne sera pas la même que la vôtre. Ouais. Ok, très bien. Nous, on avait en stage chez nous, il y a quelques mois de ça, un médecin de l'armée, donc un médecin étranger, mais donc il a fait ses classes à l'armée, il est commandant, et il est médecin, il est cardiologue. Hein. Et du coup, est-ce que tu as trouvé que vous aviez des pratiques différentes? Les pratiques sont les mêmes parce que nous, comme j'avais dit, on a des recommandations, on a des conduites à tenir, on va dire prédéfinies. Donc ça reste les mêmes. Après sa formation, je pense qu'elle était différente. Moi, je n'ai pas fait de service militaire, je n'ai pas fait de choses comme ça. Donc je pense qu'ils avaient un peu plus d'entraînement que moi. Ça fait moins de temps. Ouais, ok, ça se voit. Très bien. Je t'ai dit ça. Merci. Eh bien, écoutez, on peut passer à la suite. Je crois que là, en l'occurrence, on va avoir une image. Alors, juste, voilà. Ah. Alors, je vous laisse commenter. Alors là, on a une image. Je vois une très belle image. C'est une radio. C'est de radio. Voilà, il me colle, ça fait une semaine que je suis chez lui, il me colle déjà. Ça m'a l'air d'être une coronarographie. Donc voilà, ça c'est une coronarographie, c'est ce qu'on fait en pratique quotidienne. Donc c'est basé sur la radiographie, exactement. C'est pas exactement une radio parce que c'est pas une image figée, c'est des rayons aussi, mais c'est beaucoup plus performant et c'est un live. Donc tu peux faire passer en continu. Donc là, on a une coronaire, c'est la coronaire droite chez un patient, c'est une phase aiguë, c'est-à-dire que c'est un infarctus qu'on a fait récemment. Où le patient, quand il vient, il a sa douleur, donc il fait son infarctus, et quand on injecte le produit, tu vois qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Tu vois le départ du produit, c'est l'image de gauche, avant dilatation. Et tu vois que le produit s'arrête brutalement, donc c'est là où l'artère est bouchée. Donc là, ça veut dire qu'il y a un problème. Là, comme ça, tu analyses qu'il y a un problème. Voilà, là comme ça ne va pas. Quoi. Là, Okay. il n'est pas frais, il n'est pas bien, il a mal, peut-être qu'il est en arrêt cardiaque. Et ensuite, il y a toutes les étapes pour ouvrir cette artère, la déboucher, et on a le résultat final, c'est qu'une fois l'artère qui est complètement ouverte et traitée, où là, tu récupères tout ce que tu avais perdu et tu vois ce tuyau, entre guillemets, qui est complètement réouvert, et c'est le principe de mon travail. Ouais, donc c'est ce que tu nous disais, en fait, c'est pas invasif. Toi, c'est avec des piqûres que tu vas pouvoir régler ce problème-là, alors? C'est ça, soit tu passes par exemple une artère du poignet, soit par une artère des jambes, la fémorale, et ça te permet de mettre la petite sonde qui est au départ de l'artère. C'est une sonde par laquelle tu fais passer tout le matériel pour déboucher une artère, où tu fais passer un stent, le ressort, que tu vas venir positionner entre guillemets à l'endroit de ton choix ou à l'endroit de l'occlusion, et ce qui va te donner une artère qui est tout à fait normale, qui recircule bien. Alors attends, moi j'ai une question. Comment tu débouches une artère? Du coup, tu envoies de l'air? Comment tu fais? Tu pousses Bon, surtout pas d'air, ça fait pas d'air du coup. Ça fait pas du bien. Non, on a des petits guides. En fait, c'est des choses très fines. 0,014 mm que tu vas aller faire glisser dans ton artère. C'est avec les mains, c'est vraiment du travail manuel, hein, où tu vas aller délicatement
finement traverser l'artère. Et ensuite, il y a plusieurs techniques. On ne va pas rentrer dans les détails des techniques, mais tu peux, quand il y a du caillot, aller aspirer le caillot. C'est vraiment un aspirateur. Hein. Pour l'enlever, tu peux mettre des coups de ballon, c'est-à-dire que tu peux passer un ballon que tu vas gonfler dans l'artère pour aller écraser soit le caillot, soit la plaque qui y est, et qui te permet, on va dire, mécaniquement d'enlever ce caillot. Ok, très bien. Bah écoute, je ne sais pas pour vous dans le chat, mais pour moi, c'est beaucoup plus clair. Ouais, on voit clairement que... Ça impressionne toujours une artère bouchée, une artère bouchée, tu vois. Comparé à mon cliché à moi. Non, écoute, c'est très clair. Alors, il y a Chantal qui demande, est-ce que faire de la couture, ça peut aider dans le métier, je pense, un peu de... Aux urgences, ouais, on fait pas mal de points de suture. Donc, ouais. Mais est-ce que tu coupes bien maintenant à la maison? Non, j'ai jamais. Ah ouais, dans le sens inverse, ça marche aussi. Ouais, non, dans le sens, ça marche pas bien. Après, si, ouais. Je lui passerai mon jean pour essayer. Ça peut pas faire de mal. Mais il y a Maud aussi dans le chat qui nous dit cours d'SVT en live. C'est vrai que ça me fait penser aux cours de SVT et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour. Ma prof de SVT, elle était pas top, hein, donc j'espère que je suis mieux qu'elle. Écoute, moi, ma prof de SVT était hyper bien. Donc, t'es comme ma prof de SVT. Non. Alors, hop, on peut poursuivre. Du coup, il y a aussi Yanis. Là, c'est une question qui n'est pas trop en rapport, mais je la pose quand même. Est-ce que les chirurgiens esthétiques ont aussi fait les 6 ans d'études générales? Du coup, je dis oui, on est d'accord? Oui. Ouais. Et après, c'est la spécialité. C'est une spécialité. Ensuite, il fait un internat de chirurgie même générale, et ensuite, il peut se spécialiser dans la plastique. Mais sinon, non, ils sont tous passés par les 6 ans. Voilà. Bon. Eh bien, Yanis, tu as ta réponse. Ah, alors il y a Yanis qui nous pose, après le prof d'SVT, on nous demande, est-ce que vous pouvez être prof vous aussi? Au-delà du fait de conseiller les internes, est-ce que tu peux vraiment être professeur de, je sais pas, cardiologie du coup? Il y a un parcours universitaire qu'on peut accomplir après l'internat, il me semble. Enfin, ça, on peut passer des masters. Tu commences ton parcours, mais une fois que tu es docteur, tu peux pas changer de titre, mais tu peux passer de docteur et avoir un titre de professeur universitaire en cardiologie. Maître de conférence. Maître de conférence. C'est avant professeur. C'est d'abord fait maître de conférence et ensuite tu es professeur. Mais oui, pour faire de l'enseignement à la fac, la plupart du temps, c'est des professeurs en médecine. Ils ont non, ils n'ont pas le temps. C'est des assistants. Ou c'est les assistants qui viennent à leur place quand ils n'ont pas le temps. Mais on peut faire de l'enseignement. C'est un truc qui pourrait vous intéresser? Non. Non? Et toi, Robin? Pas trop tenté par ça, non. C'est pas parce qu'on est professeur, qu'on n'est pas professeur, qu'on ne peut pas enseigner. Nous, on fait des cours. Oui, parce que dans tous les cas, il y a quand même la transmission de savoir. Là, par exemple, entre toi et Robin, il y a une transmission. Tu dois faire beaucoup de pédagogie. Ça arrive. Et les études de médecine, et même après, c'est beaucoup de compagnonnage. En fait, on apprend des gens qui sont juste au-dessus de nous ou qui sont beaucoup plus au-dessus de nous. On n'apprend pas que des professeurs. Okay. On fait des cours, on fait même des cours entre nous, entre collègues docteurs. On fait des diapos, on fait des cours. On fait des cours aussi pour les étudiants de l'IFSI, en études d'infirmiers et infirmières. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas professeur qu'on ne peut pas faire des cours. Très, très intéressant. Et du coup, toi, Robin, tu nous as plutôt mis un cliché, l'autre sens du mot cliché. Voilà, c'est ça. Ouais, les fameuses photos. Moins classe, mais j'ai peut-être dû mettre une photo. J'ai fait ça. Belle radio. On te remercie de t'avoir mis de photo. Oui, il y a le cliché des objets dans les fesses. Accidentellement. Des gens qui tombent accidentellement. C'est rigolo, il y en a. Voilà, je ne vais pas plus développer. Et il faut aller aux urgences quand ça arrive parce qu'il n'y a pas trop d'autres moyens en général. Donc, il ne faut pas avoir honte d'y aller. Mais voilà, il y a des moments où on rigole un petit peu. Quoi. Mais du coup, alors, c'est une anecdote. Ça existe vraiment alors? Ça existe vraiment, c'est pas un mythe. C'est rare. Mais ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Il y a des patients qui sont très surprenants. Des patients qui font encore beaucoup rire. On ne rit pas devant eux. Ça dépend. Moi aussi. Ça dépend de l'état d'esprit. Moi, je les adore et j'aime bien parler directement avec eux et rigoler directement avec eux. C'est aussi des choses qui font un peu mieux passer les consultations. Ouais. Alors, on a une question de Titouan qui nous demande est-ce que même si on est nul en SVT, on peut devenir médecin? Oui.
Oui, oui. Bah, la SVT, c'est large, hein, en fait. Ça reste un peu général, c'est tout ce que tu apprends au collège ou au lycée, c'est un peu trop général pour déjà, si tu n'es pas bon, entre guillemets, en SVT, te dire que tu ne seras pas bon en médecine. Moi, je ne pense pas que En ça marche médecine, comme c'est ça. pas trop une question d'être bon dans les choses, c'est d'être d'être bosseur, pardon. Faut être curieux et faut travailler. Si on a la flamme de travailler, c'est pas forcément une bonne idée d'y aller. Après, voilà, on peut avoir des méthodes de travail qui sont pas top au début et les développer au cours des études. Mais il faut avoir la curiosité d'apprendre des nouvelles choses en permanence. Il ne faut pas prendre Et médecine. la SVT, ça n'a pas trop de rapport avec ça. Faut pas prendre médecine par défaut parce que tu dois aller à la fac quand tu prends médecine. Il faut vraiment être motivé et investi quand tu fais médecine. Sinon, c'est sûr que la première année se passera très mal et que tu en garderas un mauvais souvenir et que tu transmettras un mauvais souvenir. Si tu es motivé, si tu veux t'investir dedans, ça se passera bien pour la première année. Voilà, en SVT, je n'avais pas forcément de bonnes notes grâce à toute la partie biologie. Moi, c'était plutôt la géologie et ces trucs-là. Oui, j'ai eu des bonnes notes. J'ai eu mention bien. Moi aussi. Donc voilà, c'est pas une question de note au bac, c'est une question de capacité à apprendre et à vouloir apprendre. Ok. J'ai une question d'Idriss que je trouve hyper pertinente. Alors, est-ce qu'il faut être empathique ou au contraire dans ce métier? Parce que j'imagine que si tu l'es trop, est-ce que tu perds pas un peu tes moyens aussi face à la douleur de quelqu'un, par exemple? C'est la définition de l'empathie, en fait. Empathie, c'est pas gentillesse. L'empathie, c'est pouvoir comprendre ce que ressent le patient tout en ne faut pas t'identifier au patient. C'est-à-dire que tu gardes une certaine distance et c'est ça la définition de l'empathie. Et tu ne vas pas bousculer d'un côté ou d'un autre, c'est-à-dire tu ne vas pas être froid, rien en avoir à foutre du patient, mais tu vas pas non plus tu vas comprendre sa souffrance, mais tu ne vas pas la subir. C'est vraiment ça l'empathie. Et ça, c'est 100% un truc qui s'apprend pendant les études et pendant les stages. C'est pas un truc qui est inné, ça s'apprend, ça se bosse comme tout le reste. Il y a des personnes qui ont plus tendance à se laisser déborder et qui apprennent justement à se canaliser et à voilà, être. Mais c'est sûr qu'il y a on va dire qu'il y a des situations où qui vont être beaucoup plus difficiles que d'autres. Hein. Et surtout en médecine d'urgence, il y a quand même, c'est pas que des petits bobos ou des petites sutures. Hein. Il y a parfois des choses assez gravissimes, des accidents, des choses comme ça. Moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé et il y a des choses, je suis toujours touché par pas mal de situations maintenant et il y a des choses qui me touchent un peu moins, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce que ressent le patient et voilà, l'empathie, c'est ça, c'est un équilibre, c'est assez dur à trouver, mais ça s'apprend. J'imagine après qu'il y a aussi la partie quand justement il y a des situations un peu difficiles, comme vous le disiez, où tu peux aussi parler avec tes collègues pour relâcher tout ce que tu as en toi, quoi, pour. C'est aussi un des avantages d'être à l'hôpital, c'est qu'on travaille en équipe. Moi, j'adore mon équipe, hein, je leur passe le bonjour à tous. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette façon de travailler. Tu as toujours quelqu'un avec qui tu peux parler, discuter des patients, des dossiers, de toi-même, hein, de ton ressenti. Et c'est aussi un avantage. Ouais, c'est même capital, j'ai envie de dire. Enfin, pendant les études, on a un entourage avec les autres étudiants de nos promos, des autres promos. Mais ouais, c'est toujours un soutien qu'il faut avoir. C'est un soutien pour nous, on apporte du soutien aux autres et c'est capital. Je sais que si je n'avais pas eu de soutien, j'aurais sans doute arrêté il y a un moment. Mais voilà. Moralement, on s'appuie toujours sur les autres. Parce qu'ils comprennent aussi, ils passent par les mêmes choses que nous et ils comprennent son ressenti. Mais très, très intéressant. Et on va pouvoir passer aux dernières slides. Alors, la carte d'identité en 2 minutes. Qui commence? Est-ce que vous voulez le faire en même temps? On fait les déplacements, chacun dit ce qu'il en est pour lui. Vas-y. Alors, les déplacements pro. Là, actuellement, je suis en poste contractuel et je suis en CDI, on va dire. Donc, non, pour l'instant, je reste sur mon centre. S'il y a besoin dans d'autres hôpitaux, on peut, entre guillemets, aller dépanner. Donc, ça peut arriver, mais les seuls déplacements que je peux faire, c'est sur mon astreinte ou je vais faire de chez moi ici. Ok. Moi, interne, donc on fonctionne par semestre. Donc, je change pratiquement tout le temps, je change d'hôpital tous les 6 mois. J'ai fait plusieurs hôpitaux de la région, Dijon. Donc plus en mouvement quand tu es en interne. Ok, ça marche. Quel relationnel? Alors, du coup, on en a un peu parlé. Vous avez à la fois le relationnel avec les patients, entre vous, parce que vous travaillez en équipe aussi. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la partie relationnelle?
Non, c'est vraiment bien résumé. On est entouré des patients, on est entouré de nos collègues, on est entouré de toute l'équipe médicale et paramédicale, hein. Il n'y a pas que les médecins à l'hôpital. Ça, c'est très important. On est une faible minorité par rapport à tous les employés de l'hôpital. Donc, on les remercie tous pour leur présence, que ce soit les paramédicaux, les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, tous. Oui, tout le monde est indispensable. Et moi, à chaque fois que j'étais dans un service différent, je me suis pratiquement bien entendu avec tout le monde. Et c'est capital, on est tous collègues. Il faut éviter, des fois il y en a, mais il faut éviter la scissure médecin versus le reste du monde. C'est vraiment un travail en équipe tout le temps. On est tous complémentaires. Du coup, on a répondu à la question en solo ou avec une team. On passe à la question et la rémunération. Alors, pour l'internat, ça commence à peu près au SMIC, plus les gardes qui se rajoutent. Donc, une garde de nuit, c'est 120 €. Ça dépend combien on en fait. Ensuite, durant l'internat, ça augmente graduellement. Le salaire de base augmente un petit peu, mais après, on travaille tellement qu'on n'a pas trop le temps de dépenser l'argent. Si. Ok, bonne nouvelle. J'ai ma Rolex. J'ai ma Casio. Ouais. Non, j'ai rien, c'est pas mal. Pour le docteur, je vais utiliser une réponse un peu politique, hein. Ça dépend de ton activité, de ta spécialité, du contrat que tu as. Après, c'est des fourchettes, c'est des gros râteaux qui peuvent aller on va dire en moyenne de 5 000 € à 20 000 € à peu près à l'hôpital. Ça dépend de ton activité, du type d'activité que tu as. Mais tu gagnes bien ta vie, on ne va pas se plaindre. Hein. Tu gagnes bien ta vie. C'est normal après 10 ans d'études. Oui. D'accord, donc tu valides ma Porsche. Je valide, oui. Oui. Ouais. Tout le monde valide ma Porsche. Vous le méritez. Oui, c'est vrai. Merci. Quelqu'un qui valide ta Porsche. Donc, non, non, c'est on n'a pas à avoir honte de parler de salaire parce que je pense qu'on a travaillé dur et qu'on travaille dur même pour ce salaire. Donc, c'est ma femme qui me dit ça, c'est ma famille aussi qui me dit ça. Moi, je suis un milieu, pas un milieu pauvre, mais quand même un milieu pas un haut niveau social. Et je n'ai pas à avoir honte actuellement de bien gagner ma vie. Je travaille dur tous les jours pour ça. Complètement, je suis tout à fait d'accord. Alors, je continuerai à rouler en Porsche. Je vais rouler en Clio. Alors, du coup, on a la question. Récemment. Oui, voilà, c'est bien. On a la question sur les langues étrangères. Alors, est-ce que vous en pratiquez au quotidien? Est-ce que ça vous est utile? Anglais. L'anglais, faut savoir parler anglais globalement. Parce que, mais alors, du coup, est-ce que c'est dans votre pratique au quotidien? Déjà, dans l'activité quotidienne, les patients pour les urgences ne parlent pas tous français. Hein. Dans Lyon, on est quand même très touristique. Et c'est vrai, c'est pas une vanne. On est très touristique dans Lyon, on a des autoroutes qui passent. Donc souvent, nous, on a des patients étrangers qui étaient sur la A6, par exemple, et qui ont fait leur infarctus. Donc c'est important quand même. Et puis, pour ce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de la formation. En fait, toutes les recommandations, on appelle ça des guidelines, avec le bon accent, en anglais. Et tous les articles médicaux, les articles scientifiques et les recommandations sont faits en anglais. Ok. C'est important d'être une bête en anglais en sortant du bac, mais ça prend aussi. On a des cours d'anglais à la fac. Oui, puis j'imagine que c'est aussi des termes très spécifiques parce que là, ce que vous apprenez à l'école actuellement, j'imagine que ce n'est pas les mêmes termes que tu retrouves dans un document qui parle de médecine. Non, c'est pas Where is Brian. Là, on est sur un autre niveau quand même d'anglais. Il faut avoir les bases de grammaire et de conjugaison. Mais ça se fait naturellement, en fait. J'ai des collègues qui sont très bons dans ce qu'ils font et qui ne parlent pas très bien anglais. Donc, ça se fait, c'est important, mais ça se fait. C'est un truc qui s'apprend, c'est comme tout. Très bien, je note. Alors ensuite, on a l'environnement de travail. Bon, du coup, vous êtes... je vois des mimiques, je vous laisse commenter. Nous, on est assez comblés par ça. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu travailler en équipe et en hospitalier. Je me voyais beaucoup, comme avait dit Robin, je ne me voyais pas dans mon cabinet seul face aux patients, seul face aux pathologies. Encore une fois, il y a des gens qui sont très bons là-dedans et qui s'appelaient beaucoup. Oui, c'est une question aussi de personnalité, j'imagine. Aimer travailler seul ou être plutôt en équipe. Il y en a qui n'ont pas envie de travailler avec d'autres gens et qui sont très bien tout ça. Nous, on a la chance quand même à Auxerre d'avoir un cadre c'est bienveillant en globalité, que ce soit avec nos collègues comme avec les autres équipes. Ça se passe plutôt bien. Moi, j'aime bien cet environnement. Oui, c'est vrai. Pendant l'internat, c'est variable et même d'externat parce qu'on passe d'un service à l'autre. Donc, ça, c'est toujours un peu là. C'est aléatoire. En ce moment, ça se passe bien.
pour l'instant. Je suis obligé de dire ça de toute façon. Moi, j'ai une validation. Non, ça se passe bien. Ok, très bien. Les plus et les moins? Les plus, le salaire, même si quand tu fais médecine, c'est pas pour l'argent. Clairement, il faut le dire, si tu veux. Oui, il faut une autre motivation que ça. Faire de l'oseille, c'est pas la médecine. De toute façon, on ne tient pas 10 ans d'études juste en pensant à l'argent. Si on n'est pas intéressé par ce qu'on fait, c'est pas viable. Ouais, tu as quand même le salaire qui va avec, tu as un statut aussi, clairement. Il faut rester humble, mais tu gardes un statut qui est aussi plaisant. Hein. Quand tu es docteur, quand tu croises tes patients. Moi, j'adore croiser mes patients dans la rue, discuter avec eux, ou quand ils me présentent leur famille. Ouais. Moi, j'adore ça. Sauf qu'on demande un médecin dans l'avion et que tu as envie d'être tranquille, tu es obligé de te lever. Mais... Je me lève pas. Trop chiant. Non, mais c'est vrai, oui. Toutes ces choses-là. Et puis, ouais, le fait de se sentir utile à la société aussi, qui n'est pas spécifique aux médecins, mais c'est un truc en plus. Tu rentres chez toi, après 24 heures d'affilée à avoir travaillé, tu te dis, ouais, j'ai des plein de gens aujourd'hui. Oui. C'est cool. C'est cool. Moi, c'est un truc qui me fait toujours systématiquement plaisir. Pour tous les patients que je n'ai pas tués, ils sont plutôt contents. Donc, ça, les autres ne plaignent pas. Ok. Yes. Et bien, écoute, ça me semble être effectivement des bons plus. Et les moins, j'imagine que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était la partie peut-être charge de travail qui des fois peut être importante. Ouais. Et puis le matériel, tu en parlais aussi tout à l'heure, Robin. C'est ça. Puis, là, on est toujours un peu sur le fil des réformes, des lois qui passent. Voilà. Il faut voir comment les choses évoluent. C'est jamais stable dans le temps. Oui. Là, tu parles politique. Tu oui, il faut pas avoir des problèmes. Il ne faut pas avoir de problème. Il faut se renseigner sur ce contexte politique. Et il faut pas. Je pense que l'erreur à faire, que vous pouvez faire, vous, lycéens, c'est juste vous focaliser sur la première année de médecine. Renseignez-vous sur comment c'est après, sur l'internat, sur toutes ces choses-là. Ça ne va pas vous dégoûter parce que moi, je pense que ça vaut quand même le coup. Puis on vous invite aussi à passer nous voir. Nous, on est très ouverts. On peut vous montrer ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On peut vous montrer le service, vous montrer comment ça se passe. Et je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous avant de choisir une orientation. Nous, on accueille tout le monde. On ne peut pas plus vous montrer, mais... Ça veut dire qu'un stagiaire de 3e, il peut venir dans ton service, par exemple, pour voir un peu comment ça se passe? Non. C'est un peu plus compliqué. En 3e, tu as un stage. Tout à fait, un stage de découverte. Je le faire à l'hôpital. Oui, mais non. D'accord. Moi, je vous accueille. En oreillette que non. Mais moi, je vous accueille. Ça sera... Si vous rentrez en porte à l'hôpital. Eh bien, justement, on a des questions là dans le chat. Il nous reste 1 minute pour y répondre. Alors, il y a Fleur qui nous demande quelle est la couleur de ta Porsche? Noir. Noir, très bien. Rouge. Moi, je viens de parler. Ah bah. C'est important, il pose des questions sur la Porsche, quoi. Merci, j'adore ma voiture aussi. Merci, il est ravi d'y répondre en tout cas. Alors après, on avait une question de Jules qui nous demandait, mais du coup, quand les gens connaissent votre statut de médecin, est-ce que vous avez toujours des questions du type « j'ai mal là, est-ce que tu sais ce que ça peut être ?» Ouais, c'est vrai ça? Oui. Ouais, j'en ai même marre de ça un peu. Non, je reçois des SMS. C'est normal, quand on a un oncle plombier, on lui demande des conseils sur la tuyauterie. C'est normal. Moi, je les réoriente vers un vrai médecin. J'ai 10 ans d'études, on les a fait chier pendant 10 ans à se plaindre de nos études. On peut bien leur donner quelques conseils à côté. Ouais, ça arrive souvent. Vous voyez, là, il y a 2 avis différents. Il y a Brahim qui ne veut pas trop répondre si on lui pose des questions et Robin qui est plutôt OK pour répondre. Donc, ça dépendra. Moi, je suis spécialisé. Je suis vraiment spécialisé dans un domaine. Donc, oui, c'est ça. C'est que je ne peux pas répondre à tout et n'importe quoi. Ouais, je préfère ne pas répondre si je ne sais pas. En fait, on ne sait pas tout. Le médecin ne sait pas tout. Ça, c'est un truc il ne faut pas improviser. Moi, je préfère, si je ne sais pas, je ne réponds pas. Oui. Je réoriente vers un de mes collègues. Ça, c'est valable tout du long. Il ne faut pas essayer de sortir des réponses de son chapeau. Il faut toujours rester humble sur ce qu'on fait, sur ce qu'on connaît et toujours dire je n'ai pas la réponse, je vous réfère vers telle personne. Oui, il y a Google et Doctolib. Wikipédia. Très bien. Mais alors, du coup, on a aussi une dernière... Enfin, non, pas une dernière question, une dernière remarque de Maud qui nous dit que vous donnez envie. Donc, je pense que ce live est réussi. Vous avez convaincu Maud. Oh là là. Donc, si on a réussi au moins à convaincre un, c'est déjà très
Eh bien, tout à fait, on arrive sur la fin de ce live, donc je transmets le dernier message de Mikado qui dit bravo pour tout ce que vous faites. Je le rejoins, bravo pour tout votre travail et merci beaucoup pour ce live. Merci à tous les jeunes qui nous ont suivis, vous avez posé plein de questions, c'était hyper intéressant. Et vous pouvez retrouver ce live en replay d'ici quelques jours. Et sinon, n'hésitez pas à regarder nos prochains lives en direct. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et merci à Brahim et Robin. Au revoir à tous, merci à vous.